Merci. Emmanuel Barbeau, directeur général du Centre communautaire Radisson, est avec nous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Pour nous parler du Centre communautaire, évidemment, et du guide de conseil. Alors, Emmanuel, merci de vous être déplacé en studio. Ça nous fait bien plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la mission principale du Centre? Oui, le Centre communautaire Radisson, c'est un organisme qui accueille des personnes jeunes adultes et adultes ayant une ou deux multiples déficiences physiques. Et puis la mission, c'est de développer la participation citoyenne dans un contexte de vie communautaire. Donc on le fait par des activités éducatives, culturelles, sociales et de loisirs. Alors justement, entrer un peu dans le concret, là, les services, les activités, les programmes que vous proposez, quels sont-ils exactement? Eh bien, nous, on fait une programmation avec une vingtaine d'activités par semaine. Donc, on a 2 activités par demi-journée. Et puis, ça va être une programmation par session. Et les gens vont s'inscrire à des ateliers comme autour de l'histoire ou de la percussion, de la cuisine ou même de l'engagement avec de la défense de droits, action citoyenne. Donc, on a vraiment une programmation diversifiée pour que chaque personne puisse s'y retrouver. Et est-ce que vous pouvez accueillir plusieurs personnes par jour au quotidien? Comment ça fonctionne? Nos activités, on peut accueillir entre 15 et 20 personnes. Donc, des fois, par journée, on a une cinquantaine de personnes qui peuvent se déplacer dans l'organisme. Et donc, oui, on a quand même beaucoup de personnes à venir. On a 130 membres à l'année qui sont... Oui. Alors, il faut être membre pour participer aux activités. Exactement. Puis, la précision, c'est qu'on a une accessibilité vraiment financière, dans le sens où la personne, quand elle va participer à une activité pour une session, par exemple, l'automne, c'est 15 semaines, eh bien, elle va le payer entre 17 et 20 $ pour la session complète. Ah, donc, bonne affaire. Exactement. On rejoint quand même des gens qui sont en majorité en grande pauvreté. Donc, c'est vraiment l'objectif aussi que ça soit accessible. Et puis, ça fait quand même des activités qui sont de qualité. Donc, je tiens à préciser, là, nous, on veut vraiment que ça soit accessible, mais que les gens y reçoivent des activités vraiment professionnelles. Et si la personne en situation de handicap ne peut pas se présenter pendant toute la session, est-ce qu'elle peut quand même s'inscrire? Comment ça? Oui, elle peut s'inscrire quand même. Et puis, on s'adapte effectivement à chaque personne. On comprend qu'une personne, une semaine, ne puisse pas venir, ou des fois, c'est 2-3 semaines, mais elle revient. On comprend, c'est des réalités auxquelles, on s'ajuste. Êtes-vous en période d'inscription là, pour la session d'hiver, pour janvier prochain? Eh bien, effectivement, ça va arriver à partir de la semaine prochaine qu'on aura notre programmation d'hiver qui est dévoilée, parce qu'en plus, on va déménager dans une nouvelle place. Ah oui, pour l'instant, vous êtes sur Dufresne? Nos bureaux sont sur Dufresne et on est au centre Jean-Claude Malépart pour nos activités qui nous ont accueillis. Là, on est dans une relocalisation temporaire. Et donc, à partir du mois de janvier, on va se retrouver sur la rue Iberville, en face du parc Rosemont, où là, on est en train d'aménager une nouvelle place pour un nouveau milieu de vie pour les membres. Et Emmanuel Barbeau, qu'est-ce qui vous a amené au Centre communautaire Radisson? Bien, moi, à la base, c'était un peu l'approche qu'avait l'organisme en éducation populaire. Ça veut dire que on travaille avec les personnes concernées, qu'on dessert, et qui vont nous ramener leurs défis, leurs réalités, puis comment on réalise des activités, des projets avec ces personnes. Donc, c'est ce qui m'a amené vers le Centre communautaire Radisson. J'avais pas forcément d'expérience un peu, mais pas complètement avec les personnes en situation de handicap physique, mais j'avais vraiment l'approche et l'intervention qui m'interpellaient. Et donc, là, aujourd'hui, effectivement, ça va faire plus de 7 ans que je suis au sein de l'organisme. Oui, vous pensiez peut-être pas devenir directeur général un jour de ce centre-là? Exactement. Au début, j'étais à la coordination administrative. Et donc, 3 années après la coordination, 3 ans et demi, je me suis retrouvé à la direction parce que la personne partait. Puis, je me suis proposé parce que j'avais envie de relever des nouveaux défis au sein de l'organisme et puis auprès de la population. Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent au centre communautaire? Je sais qu'il y a des gens qui font du bénévolat, mais vous avez aussi une équipe d'employés. Exactement. On est comme une dizaine de personnes au niveau du centre communautaire Radisson. Et donc, nous, donc c'est la santé et les services sociaux qui nous aident financièrement pour faire les activités. Et puis, on a aussi un partenariat avec le centre de ressources éducatives et pédagogiques qui est rattaché à la CSSDLM, où on a 2 personnes enseignantes qui viennent faire les activités. D'accord. Donc, on a quand même du monde, effectivement, dans l'équipe. Et j'ai lu que le CCR repose sur plusieurs valeurs, dont l'ouverture à la différence, la valorisation de sa différence, la solidarité, l'entraide, le pouvoir d'agir. Comment ces valeurs se traduisent-elles dans tout ce que vous offrez, dans vos activités, dans votre fonctionnement?
C'est une très bonne question. En fait, nous, on a comme une approche qui s'appelle la trajectoire Radisson. Ça veut dire que la personne, elle va arriver sur une activité qui l'intéresse, et puis là, elle va rencontrer d'autres personnes, puis elle va échanger, puis se rendre compte qu'en fait, il y aurait d'autres activités qui l'intéresseraient. Donc là, elle va comme faire sa propre trajectoire pour petit à petit pouvoir s'investir. On a des comités en interne, comme on a un comité bibliothèque, où on a notre propre bibliothèque pour les membres à disposition. On a un comité dépanneur pour que les gens puissent effectivement aussi acheter les choses dans le milieu de vie, donc qui gèrent eux-mêmes les achats, l'inventaire. Et donc, on a aussi un comité action citoyenne dans l'engagement où là, les personnes vont pouvoir soit soutenir des mobilisations, donc aller manifester ou des pétitions, ou faire des actions envers le gouvernement ou envers les élus municipaux au besoin. Mm-hmm. Et les personnes en situation de handicap physique qui fréquentent votre centre ont quel âge? C'est des adultes, donc ça peut commencer à partir de 17-18 ans. Et puis, on a des personnes qui peuvent être là jusqu'à 75 ans parce qu'elles ont encore l'énergie, puis elles veulent participer aux activités. Donc, il y a vraiment ces adultes, donc il n'y a pas de limite d'âge. Est-ce que l'idée du guide de conseil est venue de ces personnes qui fréquentent votre centre? En fait, effectivement, on a comme fait notre planification stratégique, vous savez, comme dans les entreprises, c'est quoi notre vision sur 5 ans. Donc, on l'a fait pour 2023-2028. Puis, quand on a fait cette planification, bien sûr, nous, on prend le temps, des journées complètes avec les membres pour qu'ils puissent exprimer les défis, les enjeux, où est-ce que l'organisme, ils aimeraient qu'ils puissent l'emmener, en fait, où est-ce qu'ils veulent projeter. Nous, c'est vraiment leur organisme pour nous, c'est comme ça qu'on voit. Et donc, ce qui était revenu, c'est que les membres exprimaient qu'ils aimeraient pouvoir sensibiliser un peu plus les futurs professionnels en travail social et éducation spécialisée. Donc ça, c'est resté, pour nous, c'était inscrit dans notre planification. Ceux et celles qui travaillent chez vous? Oui. Et qui font du bénévolat? Les membres, en fait, qui ont exprimé ça auprès des futurs. Oui, mais les futurs qui vont travailler... Non, les futurs professionnels dans le système de santé et de services sociaux. OK, je comprends. Exactement. Mais aussi, j'imagine que ça peut servir à ceux qui sont intéressés à faire du bénévolat ou à travailler à votre centre de... Exactement. On a travaillé avec eux, puis nous, on accueille des stagiaires au sein de notre organisme, dont en travail social. Puis là, on s'est rendu compte qu'en travail social, il n'y avait pas forcément de cours spécifiques pour les personnes en situation de handicap, les étudiants. Les personnes étudiantes nous ramenaient cette information. Et donc, on a commencé à travailler avec les membres sur qu'est-ce qu'on pourrait faire comme outil pour sensibiliser. Mm-hmm. Et donc, on a travaillé avec un partenaire qui s'appelle Execo, qui est un organisme en défense de droit. Ouais. Et donc, on a fait un atelier avec les membres pour exprimer vos défis, vos réalités sur l'accompagnement au travail social ou éducation spécialisée. Puis, ça serait quoi les informations que vous aimeriez transmettre, les astuces? Donc, en fait, tout est réuni dans ce guide. C'est vraiment les membres qui ont exprimé leurs préoccupations, puis qu'est-ce qu'ils aimeraient donner comme conseil. Alors, quelles sont leurs préoccupations principales et leurs conseils? Bien, souvent, c'est un peu... Puis c'est ça qui est bien fait dans le guide, c'est qu'on a une partie où on est un peu sur du vrai ou faux avec des questions pour un peu briser ces préjugés où les personnes, elles pensent d'avance que, par exemple, une personne en situation de handicap physique, je donne un exemple, n'aurait pas de sexualité, alors que c'est pas du tout le cas. Donc, c'était un peu déjà d'entrée de jeu, des premières questions pour que les gens se disent « Ok, c'est vrai que moi, j'arrive, puis en fait, j'ai déjà des préjugés sans le savoir parce que la société, elle me fait penser à cette image, alors que pas du tout. » Les préjugés sont tenaces. Exactement. Il y a encore du travail à faire. On dit ça, me semble, depuis 100 ans. Une personne sur 4 au Canada vit avec un handicap qui limite ses activités quotidiennes. C'est quand même considérable. Et ça, c'est vrai, dans vos vrais ou faux. Et aussi, les difficultés d'élocution chez la personne en situation de handicap physique sont reliées à une déficience intellectuelle. Ça aussi, c'est un préjugé qui reste bien pris là, dans l'inconscient, dans la conscience de certaines personnes. Même des gens qui travaillent dans le milieu. Exactement. C'est déjà arrivé que nous, dans des salons, effectivement, quand on voit un professionnel qu'on a rencontré du CIUS, qui voyait une personne lourdement handicapée, puis pour elle associait qu'une personne lourdement handicapée a forcément des problèmes ayant une déficience intellectuelle ou des troubles de santé mentale, alors que pas du tout, c'est aucunement lié. Donc, effectivement, c'était important de rappeler ces informations. Ouais. Ça doit être très choquant quand tu as un handicap physique, tu as de la difficulté à t'exprimer, mais tu as toute ton intelligence, toutes tes facultés. C'est juste qu'il faut que les gens qui sont devant toi soient patients et à l'écoute. Exactement. Ouais. Puis le guide, il est vraiment là pour ça, c'est de donner des astuces pour dire
prêtez pas à notre place. Oui. N'hésitez pas à poser des questions. Et puis, la communication est importante aussi pour la transparence, qu'on puisse vraiment prendre des décisions et des choix qui sont complètement éclairés. Oui, bien c'est ça. J'essayais d'imaginer une situation où une personne qui a des difficultés d'élocution, et puis là, l'intervenant s'adresse à cette personne-là en parlant très lentement, puis en expliquant des choses comme s'il parlait à un enfant. Ça doit être un petit peu vexant, j'imagine. Donc, c'est important que les gens comprennent que s'il y a de la misère à s'exprimer, ça ne veut pas dire qu'il y a de la difficulté à comprendre. Là. Exactement. Et donc, c'est ça aussi, ces informations-là qu'on voulait transmettre par le guide. Ça veut dire que, mais c'est comme un adulte, comme si on était avec un collègue ou, en fait, je veux dire, c'est comme ça qu'il faut voir les choses et on s'exprime avec la personne. Donc, ne pas prendre certaines attitudes, c'est pas nécessaire. Alors, j'imagine que vous-même, Emmanuel Barbeau, vous soutirez des leçons du fait d'être en contact avec ces personnes qui ont un handicap physique, un ou des handicaps physiques? Mais c'est vraiment ça, en fait. C'est pour ça que nous, c'était important que le guide soit fait avec les personnes. C'est parce que, pour moi, ce sont les personnes les mieux placées pour pouvoir exprimer ce qui se passe. Et donc, on découvre toujours, il y a des choses qui ressortent et on se dit, effectivement, même nous, on n'y aurait pas pensé parce que c'est les personnes qui peuvent le vivre. C'est comme des situations où les gens, des fois, on prend des décisions à leur place. Et puis on le voit là dans le système de santé et services sociaux. Là, il y a des réalités sur le soin à domicile, par exemple, quand on est accompagné, puis combien on va avoir d'heures de soins à domicile en tant que personne en situation de handicap physique. On voit bien que les professionnels prennent des fois les décisions à la place des personnes. Ça s'appelle de l'infantilisation. Exactement. On le fait avec plein de personnes, pas nécessairement des personnes en situation de handicap physique, mais les gens vulnérables en général. Oui. Oui. Complètement. Alors, il y a une prise de conscience à avoir. Et si on est intéressé à se procurer ce guide, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez contacter le Centre communautaire Radisson. Donc, nous, on a un site Internet, c'est www.centreradisson.com. On peut en commander des versions papier. On pourra vous les envoyer par la poste. Ou sinon, il y a la version numérique qui est directement sur notre site Internet aussi, où on peut télécharger la version numérique. Donc, il ne faut pas hésiter à le diffuser, le partager, mais il y a les deux versions possibles, papier et numérique. Bon, alors ça s'appelle Guide conseil pour toutes les personnes en relation d'aide, approche d'intervention auprès des personnes en situation de handicap physique. C'est gratuit? Oui, exactement. Puis là, présentement, on a déjà plus de 80 structures différentes qui l'ont commandé, des universités, des cégeps, des professionnels au niveau de la santé et des services sociaux, puis plein d'organismes partenaires. On en a distribué 1500 présentement en version papier. On va continuer à passer le mot. Exactement. Et les prochaines étapes ou projets du CCR, vous l'appelez comme ça aussi, le CCR, pour continuer à innover, renforcer la participation citoyenne de vos membres? Pour faire de la suite. Ça serait quoi? Pour faire la suite sur le guide conseil, on aimerait pouvoir former les personnes elles-mêmes à pouvoir intervenir auprès de personnes étudiantes pour parler du guide conseil. Donc ça, c'est un de nos projets qu'on veut faire. Et puis sinon, on a toujours des projets artistiques qu'on essaie de développer aussi avec nos membres. On a travaillé auprès de plein de médiums et donc on utilise l'art pour sensibiliser le grand public. On a utilisé comme l'humour, l'art numérique, la danse. Donc là, il n'y a pas de limite. Pas de limite, aucune. Non. Nous, on veut que les personnes puissent profiter de toutes les activités possibles et de toutes les disciplines possibles. Et côté personnel, est-ce que vous êtes complet? Oui. Oui? Personnel au niveau de l'équipe de travail. Les employés, les bénévoles. Oui, on est au complet, on a du monde, mais on peut toujours accueillir de nouvelles personnes pour les activités. Oui, en situation de handicap physique, ouvert. bien sûr. Bien, ça a été un plaisir de faire votre connaissance et de faire la connaissance du Centre communautaire Radisson. Emmanuel Barbeau, qui est le directeur général, qui est venu nous présenter le centre, ainsi que le guide conseil pour toutes les personnes en relation d'aide qu'on peut se procurer en passant par centreradisson.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.